Bonjour, bonjour, on vous souhaite la bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de chasse au canard avec notre collaborateur, M. Mathieu Dancause. Un peu plus tard à l'émission, je vous entretiens comment cette chasse au canard-là a évolué au fil du temps. Et bien sûr, on va retrouver Vincent Cloutier qui va venir nous parler des fameuses vestes de flottaison. Lorsqu'on est à l'émission À l'affût, on a de bonnes habitudes et une de celles-ci, c'est de recevoir en studio mon technicien expert, M. Vincent Cloutier. Salut Vincent. Salut Sylvain. Toujours un plaisir de te recevoir. Et je suis content de voir le matériel que tu as amené parce que les gens peuvent dire « Ah, il y en a déjà parlé de ça, on voit ça souvent », mais je trouve qu'il manque de la sensibilisation. Parce que pour nos amis pêcheurs, autant québécois que canadiens, je trouve qu'on entend parler trop souvent de gens qui pêchent et qui perdent la vie parce qu'ils se sont noyés de faute d'avoir porté leur veste de flottaison. Tu as bien dit porter leur veste. Porter leur veste de flottaison. Il fait chaud, je la mets pas. Ah, je vais m'asseoir dessus, le banc de la chaloupe est trop dur. Ah, tu connais le swing. Ouais. L'important d'une veste de flottaison, c'est de l'avoir sur nous. Mais c'est-tu obligé par la loi, ça, Vincent? Non. Ah, non. Il non. faut qu'elle soit dans l'embarcation. OK. Je comprends maintenant pourquoi que les gens l'embarquent à bord, mais ne la portent pas nécessairement. Il y a un astérix, on en parlait plus loin, concernant une veste, mais la plupart des vestes doivent être dans l'embarcation. OK. On peut s'asseoir dessus, on peut faire n'importe quoi, mais si on tombe à l'eau, on va dire qu'on se mette la tête sur le bord de la chaloupe, on cale. Ouais. Un malaise, peu importe. Oui. Mais des vestes de flottaison, il y en a tous les modèles, mais l'important, c'est qu'ils flottent. Et ça va selon le poids de l'individu, j'imagine. Oui. Plus que tu es lourd, plus que ta veste devra être en proportion de ta masse. Oui. Je vais commencer tout de suite, Sylvain. Ben oui, les enfants. Pour les enfants, OK. Autant on peut les utiliser dans la piscine ou dans une embarcation parce que c'est une activité familiale. Ceux-là, c'est vraiment important. Il y a des poids à respecter. OK. Ça marche souvent 45 à 60 livres, des choses comme ça. La plupart des vestes de flottaison pour enfants, ils ont une courroie qu'on est capable de passer entre les jambes. Exact. Que si on est obligé de les sortir par la poignée qu'on a là. C'est pour ça qu'il y a une poignée, tu es capable de prendre le jeune et de le sortir de l'eau. Parce que lui, il ne sera pas capable de rembarquer dans l'embarcation. S'il n'y a pas de courroie entre les jambes, il risque de passer. Oui. La veste risque de lui sortir par-dessus la tête aussi. Oui. Fait que ça, c'est approuvé par la garde côtière. Toutes les vestes de flottaison sont approuvées par la garde côtière. Il n'y a pas de date d'expiration. OK. Qu'est-ce qui est important, c'est pas d'avoir de déchirure qui pourrait altérer le matériel de flottabilité. Exact. Ça reste quand même un accessoire qu'on doit prendre un minimum de soin parce qu'on veut qu'elle reste fonctionnelle. Oui. On ne lésine pas avec ça. Là. Oui, elle ne suivra pas le jeune tout le temps de sa vie. Ça se revend. Ça s'achète, ça se revend. Si elle est bien été entretenue, je ne verrais pas tout se revend aujourd'hui. Oui. On a la fameuse veste promotionnelle que j'appelle que tout le monde, on va dire, la facilité, pas cher, tout le monde a 90 livres et plus. OK. On a de l'ajustement en masse. La personne qui pèse 250 livres va être capable de la mettre quand même, est approuvée, 90 livres et plus. J'aime le fait qu'il y a 3 attaches sur le devant. Souvent, il y en a une, souvent, il y en a 2. Ici, il y en a 3 pour véritablement bien serrer ton corps, pour éviter qu'elle te passe par-dessus la tête. Quand je dis qu'on a de l'ajustement, il y en a long. Il y en a long en masse. Un petit peu moins confortable qu'on s'assoit d'une chaloupe, a tendance à monter, mais elle flotte. Exact. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Puis si on ne veut pas dépenser des fortunes, bien, ça fait le travail, c'est approuvé en plus. Oui, c'est ça. Je parlais de confort. Ça en est une un petit peu plus confortable. Avec le filet. Avec le filet. En même temps, si on fait d'autres types que de la pêche, on a des paddleboards, on a des kayaks, on a les bras plus, on va dire, plus en aisance avec une veste de sauvetage comme ça. Oui, la promotionnelle va faire, mais là, on parle de quoi qu'on veut bouger beaucoup. Des vestes de flottaison en filet. Fait la job aussi. Les adeptes de motomarine, entre autres, qui veulent avoir un peu plus d'agilité au niveau des bras. Et j'aime le fait qu'il y a des poches à l'avant.
Tu peux traîner ton permis, tu peux traîner toutes sortes de... Ton sifflet, on demande d'avoir un sifflet, et il y a une fermeture éclair quand même de qualité. Et les courroies aussi d'ajustement. Belle veste, ça. Ça, c'est un modèle qui me plaît, ça. On continue un peu avec des vestes pour des activités autres que la pêche. Oui, elle va faire pour la pêche, là. Elle flotte, c'est pas un problème. Mais en même temps, pour tous les autres types de sports, kayak, paddleboard, on a un peu plus d'aisance. Oui, et ce que les autres vestes n'avaient pas, que je remarque sur celle-là, c'est un ajustement au niveau des épaules. Oui. Que tu peux être capable de baisser ou de relever un peu la zone de flottaison avec les petits motifs de couleur. Oui. Surtout avec un filet à l'endos, que si on embarque dans un kayak, souvent on a le siège qui nous fait remonter. Donc la partie qui risque d'être dans le siège, bien, au moins c'est un filet, c'est pas un matériel. Bien pensé. Ouais. Bien pensé. Beau modèle. Oui. Un autre que j'aime beaucoup. Ah, ça, on voit ça souvent chez les pêcheurs qui ne veulent pas être encombrés d'une grosse veste là, pour l'aisance du mouvement. Ouais. Quand je te disais qu'il y avait une exception, cette veste-là, vu que c'est une autogonflante. Autogonflante? Oui, autogonflante. Il faut qu'elle soit à l'eau. Pas juste la pluie. S'il y a une pression d'eau sur on va dire, il y a une petite capsule, elle va partir. Donc, cette veste doit être portée. C'est dans le fond de la chaloupe, elle n'est pas comptée comme une veste de flottaison. Ah, intéressant. La veste autogonflante, oui, il y a une date d'expiration sur la bonbonne. OK, oui, parce que c'est une bonbonne d'air comprimé qui fait gonfler la veste. C'est ça. Je te suis. C'est ce qui peut nous sauver la vie. On la change quand on voit qu'elle est expirée, mais ça marcherait pareil. Dans les mêmes modèles, il y en a qu'il faut faire attention, il y en a qui sont manuels. OK. Qui ne sont pas autogonflants. Genre de poignée que tu dois tirer. Oui. Ceux-là, oui, on sauve peut-être une cinquantaine de dollars à l'achat versus une autogonflante, mais je ne la trouve pas sécuritaire. Parce que si on a un malaise, on tombe sur le bord d'une roche, on tombe dans on n'est pas capable de tirer dessus pour la partir. Très bon point. Fait que pour quelques dollars de plus, je pense que notre survie en dépend. Oui. Je t'invite à venir chasser le canard, Vincent. Oui. On va regarder Mathieu à l'instant à l'île d'Orléans avec sa chasse. Allez les gars. Tout le monde fait attendre, ça vient de bien. Ouais. Il y a les deux qui montent là à droite là. That's it. Yeah. Good boy. Good. Big black duck. On virait à droite. Préparez-vous. Direct en haut. OK. Un petit bijou du fleuve Saint-Laurent. Les deux là. Attention, bonjour.
Donc, cette année, une nouveauté pour le service de guide MD. On a l'opportunité de chasser avec les appelants de passion chasse-pêche. Des appelants coroplace en 2 dimensions. Vraiment très impressionné de la qualité du coroplace et de l'impression de la part de Stéphane, le propriétaire de Passion Chasse-Pêche. Honnêtement, comme je vous disais, facilité à installer, sans aucun problème. Différentes formes aussi, puis différentes espèces. Très léger, très compact, très réaliste et surtout très durable. Vous l'avez vu un matin, j'arrive du fleuve, la boîte du fleuve a laissé des traces. Juste frotter un peu, c'est revenu super. Donc honnêtement, je vous le recommande. Boire en dessous de lui. OK. 3 puis un de l'eau. Vous voyez les 3 en arrière? Les deux ils virent à gauche. Les deux à gauche. Préparez-vous, ils reviennent à gauche, ils vont passer toute la cache. Let's go! Good! Good! Yon! Sit. Yeah! Good boy! Bon, fait que mon chien rapporteur Denver, il y a 2 ans et demi. Honnêtement, avant d'avoir un chien, je ramenais les oiseaux à la main. C'est moi qui marchais dans l'eau puis sur la batture. C'était une dure épreuve. Mais maintenant, depuis 2 ans et demi, ben, j'ai mon chien, comme je vous le dis. Un matin, il nous a fait des super beaux rapports là, à l'eau, autant qu'il a même retrouvé 2 canards perdus dans le bois en arrière. Fait qu'honnêtement, c'est vraiment rendu un outil indispensable. C'était beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais au bout du compte, on est vraiment gagnant, on est vraiment content. Good job! Fait que dans le fond, là, le marais est sur le baissant. Fait qu'on va prendre quelques appelants, quelques rotodocs, puis on va les s'installer à marée basse, parce qu'on sait que le canard a tendance souvent à suivre la marée. Fait qu'on va lui donner des chances, on en va beaucoup passer tout tantôt. Fait que on ramasse, puis on va s'installer. Yep. Ce matin, plusieurs appâts ont été servis pour appeler le canard. Au Québec, surtout au fleuve, pas nécessairement surtout au fleuve, mais dans notre coin, on a la chance d'avoir plusieurs espèces de canards. En majorité, le canard noir, le canard mallard, et surtout, la petite sarcelle aile verte. Sarcelle aile verte, souvent, elles sont, on peut penser que certains la collent, on va dire,
à la peau traditionnelle pour Mallard, mais c'est un canard qui est plus du type à siffler. Ça peut ressembler à ça. Donc, des fois, c'est un peu intéressant de varier les cales pour attirer différentes espèces. Mais aussi, comme je vous disais, le fameux canard Mallard noir sur les bâtures du Saint-Laurent, ça peut ressembler à ça comme ça. Puis là, rendu là, ben, 11 chasseurs, 12 manières de caler. Plusieurs vont opter plus le comeback call, juste le quack standard. Rendu là, c'est à vous de faire vos propres tests. Du côté du call en soi, du côté call à canard, il y en a que moi j'utilise le single reed. C'est juste une languette de plastique qui vient créer la vibration. D'autres préfèrent le double reed, comme j'ai ici. J'aime bien alterner les deux. Ça peut créer différentes tonalités, soit au fleuve ou dans les petits marécages. Donc, ça donne une variété intéressante de son. Bon, bien, notre journée tire à sa fin. Sur une possibilité de 30 canards en matin, mais somme toute, on a parti avec 8, 3 espèces différentes, des petites beautés du fleuve, des canards noirs, entre autres. Bien du plaisir, des belles rentrées. C'est le début d'une saison prometteuse, fait que restez à l'affût. Oui, ben un beau reportage de chasse, Vincent. Il y a eu de l'action, il y a eu du gibier. C'est sûr que, Mathieu, j'aime ça, voir ces jeunes-là, entrepreneurs, qui invitent des gens à la chasse, puis qu'ils investissent là-dedans, puis qui ont du succès. C'est sûr que j'y pardonne quand ils parlent du Mallard, c'est un col vert, puis quand ils parlent de la sarcelle à aile verte, c'est de la sarcelle d'hiver, pour essayer de faire une distinction avec les canards européens. Mais ça, c'est dans le jargon des chasseurs. Mais beau reportage, mais je dois quand même aborder avec toi, face à cette activité-là, parce qu'il faut que je te dise historiquement que je suis un mordu de chasse au canard. J'en dormais plus une semaine avant l'ouverture. J'ai chassé un peu partout au Québec, le canard de marais, le fleuve, le canard de mer, bref. Et de plus en plus, j'ai remarqué des difficultés inhérentes à faire cette chasse-là. Oui. Un jeune, par exemple, qui aimerait débuter, moi, la chasse au canard, ça m'intéresse. J'aimerais ça m'initier. Faut penser, par exemple, au coût. Oui. C'est une chasse qui peut s'avérer dispendieuse quand on décide de dire « je m'équipe comme il faut ». Pour partir la saison, on ne peut pas dire « je pars avec une boîte de balles, puis un fusil, un coup, puis je m'en vais au canard Ouais. ». Ça risque de finir avec un canard, puis un fusil scrap parce qu'on tire de on tire de l'acier. On tire de l'acier. On tire de l'acier. Le vieux fusil n'est pas conçu pour tirer ça. Et la boîte de cartouches est plus dispendieuse qu'une boîte régulière de plomb, comme pour chasser la gélinotte. Ouais. Avec des plombs plus gros. Faut pas se cacher, ce que j'ai remarqué également depuis quelques années, c'est que les oiseaux qui se font chasser deviennent méfiants. Les oiseaux s'ajustent. On veut ça parler de la Grande Loi des Neiges. Oui. Dans les années 90, on pouvait la leurrer avec une genre de canisse d'eau de javel bien banale à nos pieds. Maintenant, la canisse d'eau de javel, elle ne fonctionne plus. Maintenant, ça prend un appelant réaliste, un appelant floqué, comme on appelle, qui a pas de reflet, qui a un petit suède dessus, un petit velours, qui est très dispendieux d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui veut s'équiper de plusieurs appelants doit penser investissement. Et le fait que ces oiseaux-là soient plus méfiants, ce qui est une bonne nouvelle, parce que les populations vont bien. Hein? On parle de millions d'oiseaux en Amérique du Nord. Je trouve que les canards se portent bien, mais c'est de la difficulté à les chasser. Ouais. L'oiseau devient plus méfiant, mais c'est d'avoir accès à la ressource qui a changé dramatiquement le paysage du Québec depuis une vingtaine d'années. C'est de plus en plus difficile d'avoir un accès. Moi, les premières années que j'allais au canard, on allait sur des territoires qu'on pensait publics. Okay? Cette journée-là, on allait dans tel lac, tel marais. Il arrivait d'autres chasseurs. OK, prenez le bout du lac, moi je vais prendre l'autre bout. C'était comme ça. Exact. Je pense que ça ne marche plus de même. Les gars sont vraiment... Ils mettent quasiment quelqu'un en pick-up en avant de la terre, du terrain, pour dire aujourd'hui je les protège pour que demain je puisse faire ma chasse. Et pas se les faire voler. Pas qu'il arrive un autre chasseur et qu'il s'interpose. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se. On voit qu'il y a une compétition.
Si le jeune ou le moins jeune comme moi trouve que c'est trop dispendieux, rendu à s'acheter 50, 60 appelants, à faire de la prospection, à trouver des oiseaux, à demander des permissions, et tu vois que c'est un peu une jungle, ben je vais appeler un guide. Oui. Comment ça coûte aujourd'hui aller chasser avec toi? Ben le guide, c'est ce qu'il fait. Il prospecte le terrain, il trouve les oiseaux, il demande des permissions pour toi. Il est équipé. Il est équipé avec ses appelants, son trailer fermé, son VTT. Tu participes un peu à positionner les appelants. C'est quand même un investissement, mais c'est moins dispendieux que si j'étais équipé. Mais maintenant, pour que ces guides-là aient des territoires, savais-tu, Vincent, qu'il y a une compétition entre guides dans des territoires où il y a beaucoup d'oiseaux? Et maintenant, on monétise les terrains. On propose de l'argent, par exemple, à un agriculteur, on propose de l'argent à un propriétaire terrien pour avoir l'exclusivité de son lopin de terre. Je trouve que c'est une tendance qui, des fois, que je ne suis pas toujours d'accord. C'est sûr qu'ils sont prêts à payer parce qu'ils demandent de l'argent aussi à ceux qui en portent. Tu sais, il y a un donnant-donnant dans ce temps-là. Mais la personne, comme tu dis, qui, aujourd'hui, je veux y aller, j'ai un petit équipement, j'ai 6 appelants d'outarde, j'ai une coupe d'appelants de canard, puis je veux m'essayer, il va cogner à plusieurs portes pour dire, oui, il va avoir la permission, mais peut-être qu'il n'atterrit pas un maudit oiseau. Pas d'oiseau. Ou ça peut arriver une situation qui m'est arrivée, que c'est un agriculteur à ce moment-là qui m'avait donné la permission, mais c'était le père de famille, mais qui avait laissé un peu les territoires à son fils à des fins de culture. Donc, le monsieur me donne la permission, sans savoir que son fils avait également donné une permission à un autre chasseur. On arrive au lever du soleil et on est 2 groupes de chasseurs pour le même territoire. Là, on ne comprend pas. J'ai une permission, ben moi aussi j'ai une permission, pour s'apercevoir que la permission venait de 2 personnes différentes, 2 propriétaires du terrain. Alors là, qui a priorité? Ouais, mais moi, j'ai donné 100 pièces. Moi, j'ai pas payé. C'est une permission que j'ai demandée. Donc, un petit peu d'animosité avant que la chasse commence, finalement, pour se diviser le territoire et faire 2 groupes de chasseurs un peu mécontents. C'est des situations un peu malheureuses, mais que c'est la réalité de nos jours. Puis il y a plein d'agriculteurs qui ne donnent plus la permission pour des raisons X. Il y en a qui ne ramassent pas le douille. Exact. Ils montent en 4 roues. Brise les champs. Brise les champs. Laisse les clôtures ouvertes. Laisse les clôtures ouvertes. Fait que ces agriculteurs-là, quand quelqu'un débarque avec une bonne intention de chasser le canard, l'outarde, non. Ça vient d'en enlever quelques-uns qui veulent plus. On ne veut pas décourager personne, bien sûr. On vous encourage à vous initier à cette chasse-là, parce que c'est une chasse enlevante, excitante, beaucoup de coups de feu. Les oiseaux vont vite, c'est véritablement très sportif, mais c'est la philosophie entourant ça, quelquefois, qui est rendue difficile. Merci beaucoup, Vincent. Eh bien, c'est déjà tout pour votre émission à l'affût, une autre émission qui a passé à vitesse grand V. On remercie Mathieu Dancause et son reportage de chasse au canard. Et nous, comme à toutes les semaines, on vous invite à aller vous amuser dehors, mais surtout, restez à l'affût.